Technologie encore et toujours et de manière très concrète avec 4 projets extrêmement innovants et qui devraient beaucoup vous intéresser. Je vais demander à Maximilien Fournier, Antoine Ténière, il est là Antoine ou pas? Il est là. Anthony Rouban et Artem Rodionov de venir ici. Voilà, asseyez-vous messieurs. Nous allons rester dans le concret. Asseyez-vous. Alors, vous représentez tous ici des start-up assez innovantes dans le domaine de la santé et qui intéressent plus particulièrement les kinésithérapeutes qui sont ici. Je vais commencer avec vous, Maximilien. Voilà, c'est vous. Donc, vous êtes cofondateur de FitMe, c'est bien ça, concepteur de semelles connectées. C'est exactement ça. Donc nous. Alors expliquez-nous d'abord, vous, un peu votre parcours, où vous en êtes, étudiant ou à quel stade? Alors, non, plus étudiant, c'est fini ça. Moi, j'étais à l'école polytechnique, donc j'ai fait des écoles d'ingénieur. Je me suis spécialisé en entrepreneuriat, et en biologie. Je suis parti après aux États-Unis à UCLA pour faire des études de bioengineering, donc c'est la biotechnologie, faire un master là-bas. Et après, je suis revenu en France et donc on a créé l'entreprise avec deux autres, mes associés, qui sont également issus de l'école polytechnique. Voilà. Donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on a créé l'entreprise. Et donc on a la volonté d'amener une vraie rupture technologique pour accompagner les thérapeutes et faire une association entre les ingénieurs et les professionnels de santé pour aider à mieux prendre en charge les patients. Donc voilà, l'idée c'est juste de pouvoir quantifier des choses pré- et post-traitement chez des patients, et surtout de pouvoir après sortir le patient du cabinet pour être sûr de pouvoir faire une rééducation dans des conditions réelles, que le patient puisse aller faire une course, faire un footing, faire du sport, et que vous puissiez faire une rééducation dans une condition normale et pas uniquement en cabinet. Comment est-ce que vous en avez eu l'idée? Alors l'idée est partie d'une rencontre avec un chef de service de la Pitié-Salpêtrière en diabétologie. À l'origine, on s'est intéressé au problème du pied diabétique, qui cause une amputation toutes les 20 secondes dans le monde. L'idée, c'était de créer une semelle qui permettait de mesurer la façon dont les patients marchent pour détecter le risque d'apparition d'ulcères et donc pour éviter les amputations. Donc on a compris rapidement que cette technologie-là pouvait intéresser d'autres professionnels de santé, notamment des podologues, mais aussi évidemment des kinés ou des MPR avec qui on bosse beaucoup. Donc voilà, donc on a voulu élargir, à partir de la technologie qu'on avait, élargir le champ des possibles et amener cette technologie-là et les analyses qu'on est capable de faire à un ensemble de professionnels beaucoup plus large. Alors, votre semelle connectée, elle a été validée par une étude clinique? Alors exactement, donc c'est un dispositif médical. Donc pour le mettre sur le marché, on a eu besoin d'avoir ce qu'on appelle le marquage CE. Donc il y a un ensemble de processus à mettre en place pour valider le produit, être sûr qu'il n'y ait pas de risque pour le patient ou pour le professionnel de santé qui l'utilise. Et au-delà de ça, effectivement, on a déjà 2 essais cliniques qui sont mis en place, mais pour des applications particulières, notamment pour le pied diabétique, qui est l'origine du projet. Donc là, vous êtes sur le point de lancer les premiers produits? Non, les premiers produits sont déjà lancés. On a déjà des premiers clients qui sont livrés. On a commencé à livrer ça en début d'année 2016. Donc voilà, donc le produit est utilisé tous les jours par des podologues pour l'instant. Maintenant, il y a des services de MPR qui sont très intéressés. On a des premiers kinés aussi qui nous contactent. Donc l'idée, c'est d'élargir encore une fois les professionnels qui utilisent déjà aujourd'hui notre technologie. Et donc, quel est le retour que vous avez des kinés que vous avez contactés, les remarques ou les questions que ça soulève? Mais je pense que les gens sont très intéressés. La principale chose, c'est le fait de quantifier ce qui est fait, à la fois pour le professionnel de santé, voir ce qui est fait auprès du patient, et même pour le patient de comprendre à quel point il s'est amélioré ou pas avec la rééducation. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à expliquer à un patient. Et l'autre chose, évidemment, ce qui intéresse beaucoup de façon générale les professionnels de santé, c'est le fait d'utiliser de la technologie, des objets connectés, pour sortir du cabinet et pour mettre le patient le plus vite possible dans des conditions réelles, pour être sûr que la rééducation soit effectivement la plus efficace possible et pour que le patient revienne à une vie normale, celle qu'il veut vraiment avoir. C'est un procédé qui coûte cher? Pas si cher que ça. Pas si cher que ça. Je ne vais pas parler de prix ici. Non, c'est pas si cher que ça. C'est pas réservé à des élites. Et voilà. On ne peut pas dire le prix? Je ne vais pas dire ça là, mais si je vous donnerai ma carte de visite, je vous enverrai ça sans problème. D'accord. Vous pourrez donner vos cartes de visite après, puisque comme vos confrères, vous êtes présents sur un stand
Ici, vous pourrez les rencontrer. Après, à la fin de ce colloque, ils seront présents tous les 4 pour vous rencontrer. Mais en tout cas, c'est absolument pas fait pour des centres de rééducation très spécialisés, enfin pas que. Voilà, c'est quelque chose qui est fait pour être abordable pour n'importe quel kiné libéral qui peut s'équiper. Voilà. Mais on ne peut pas dire le prix. Je le dirai après, voilà. D'accord. Bon, j'ai essayé, j'ai raté. À côté de vous, il y a Antoine Ténière, vous êtes directeur du laboratoire Illumens, expert de la simulation en santé, plus précisément. Alors en fait, la simulation en santé, c'est simplement utiliser des concepts qui ont été usités dans l'aéronautique, mais qui ont été inventés dans la médecine il y a très très longtemps, pour recréer des environnements, des situations liées aux soins et créer de l'apprentissage. Donc c'est le concept qu'utilisent les pilotes de ligne, c'est-à-dire de se former sur des simulateurs. Et c'est une révolution conceptuelle dans la mesure où on déplace l'espace de formation ou d'amélioration des étudiants ou des professionnels de santé grâce à des améliorations technologiques, puisqu'on dispose maintenant de mannequins un petit peu comme des robots qui respirent, qui parlent, qui saignent, qui pleurent, à qui on peut faire de la kiné expiratoire, etc. Et qui vont être mis dans des environnements qui ressemblent à un cabinet, à du préhospitalier, à un hôpital, etc. pour pouvoir entraîner des professionnels de santé à travailler en équipe et à s'améliorer. Et on est capable maintenant de dépasser ces modèles-là pour les virtualiser complètement et créer ce qu'on appelle des jeux sérieux, c'est-à-dire des environnements virtuels un petit peu comme des jeux vidéo dans lesquels on va rescénariser des situations de soins et demander à des professionnels de travailler dans des environnements virtuels pour prendre en charge justement des situations qu'ils pourraient avoir à rencontrer. Et c'est très intéressant parce que ça permet non seulement de sécuriser les espaces de formation vis-à-vis des patients, bien entendu, mais surtout de commencer à évaluer également des professionnels de santé dans la logique d'une amélioration continue ou d'une recertification des professionnels de santé. Eh bien, on est capable justement de garantir, par exemple, que des populations d'étudiants ont vu un ensemble de situations prédéfinies, que des populations de professionnels sont efficaces pour traiter telle ou telle pathologie parce qu'ils en ont vu suffisamment, etc., etc. Donc vous ciblez différents types de formations. On est dans la formation initiale et la formation continue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dimension pluriprofessionnelle. Et donc on entraîne des équipes un petit peu vraiment comme la logique de cockpit avec les pilotes, qui s'entraînent avec les pilotes, les hôtesses, les aiguilleurs, etc. Eh bien, quand on est dans des situations hospitalières, par exemple, on peut entraîner des pneumologues avec des kinés, avec des infirmières, à travailler sur la prise en charge d'une détresse respiratoire. Alors, vous avez des images, je crois? J'ai quelques images, oui, et notamment quelques vidéos qui vont illustrer ça. Voilà, on va mieux comprendre. Pour vous montrer un petit peu comment on travaille, je vais passer rapidement sur les premières parce que voilà, j'en ai dit quelques mots, mais voilà, ça c'est un exemple de simulation, si vous pouvez lancer la vidéo s'il vous plaît, de ce qui se fait sur le centre de simulation Illumens qui est à Paris, basé en fait à l'université, donc on a une structure nous universitaire et c'est une forme d'intrapreneuriat entre guillemets. Il y a plusieurs plateformes, une à Paris Descartes, une à Paris Diderot et une à Paris Nord, et puis on en ouvre maintenant en province et à l'étranger. Le concept est de recréer des situations de soins. Si on peut avoir la vidéo. Alors pour l'instant, il semble qu'il y ait un petit problème avec la vidéo qui refuse de... C'est pas grave. De toute façon, elle résiste un peu, on va voir. Pour l'instant, on va continuer avec votre... C'est en bas, sur le coin en bas à gauche. Vous voyez différentes situations. Donc là, ce sont des mannequins. Sur l'image précédente, voilà. Vous voyez les professionnels de santé qui vont travailler pour endormir cet enfant et le prendre en charge dans une situation où il va y avoir une situation imprévue. On va leur demander de réagir et de prendre en charge la situation et on va pouvoir débriefer avec eux justement de la façon dont ils ont traversé cette situation qui est complexe. Et là, il y a un docteur et une infirmière anesthésiste, on fait de l'anesthésie. Même situation pour la kinésithérapie, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit de mobilité, etc. Et on a régulièrement notamment des kinés qui viennent s'entraîner sur les plateformes de simulation. Et puis, on n'est pas obligé de travailler uniquement avec des robots ou des mannequins, mais on travaille aussi avec ce qu'on appelle des patients standardisés. Donc là aussi, si vous pouvez lancer la vidéo. Donc vous avez une patiente qui est en fait une actrice qui joue le rôle là d'une femme enceinte à qui on va annoncer une mauvaise nouvelle et vous voyez qu'elle est un peu choquée, elle se débat, pour travailler sur la communication avec les patients, travailler sur la façon dont on va interagir avec eux et cette actrice va participer ensuite au débriefing pour nous donner son ressenti et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'on peut travailler avec des acteurs mais on peut travailler aussi avec des patients qui nous donnent le vrai ressenti et leur vécu à travers l'histoire qu'ils ont traversée. Et puis je vous disais que ces situations-là en fait sont des situations issues des milieux de soins, on est capable de les virtualiser complètement et on va arriver dans justement des environnements complètement virtuels comme celui-ci
Là, vous pouvez lancer la vidéo également. On est dans mon hôpital qu'on a virtualisé avec un avatar de gynécologue obstétricien qui va réaliser un certain nombre de gestes pour cette patiente qui est en train de saigner après son accouchement. Et l'ensemble est contrôlé par un professionnel de santé qui joue entre guillemets et qui va décider d'un certain nombre d'actions, de réactions, d'administration de médicaments, de soins, de décisions en fonction des éléments d'examen clinique, des examens complémentaires, etc. Avec justement une dimension d'équipe puisqu'on va pouvoir collaborer un petit peu comme des jeux vidéo à plusieurs utilisateurs. Et donc on est capable à la fois d'entraîner sur des aspects techniques, ce qu'on appelle des compétences non techniques également, la communication, etc., et du raisonnement avec ces environnements. Voilà, je vais vous arrêter ça parce qu'on est après le déjeuner. Et on se met dans n'importe quelle situation, le cabinet d'un médecin libéral que vous voyez ici, qui est cardiologue, ou d'un kiné par exemple, le bord de la route avec des équipes du SAMU. Donc on peut créer comme ça énormément de situations à façon pour entraîner justement des professionnels de santé à prendre en charge, à mieux prendre en charge des patients. Donc il s'agit d'être au plus près des conditions de la réalité. Exactement, et puis surtout de garantir, notamment avec ces environnements simulés, qu'on va pouvoir être confronté à des situations avant de les vivre en vrai, des situations qui peuvent parfois être rares, où on a envie d'être immédiatement performant pour prendre en charge des patients, surtout quand elles sont graves. Où en êtes-vous du stade de développement ou d'avancée de votre... Alors nous, on a dépassé le stade de projet et on a, comme je vous disais, 3 plateformes de simulation qui sont des hôpitaux virtuels dans lesquels il y a différents types de mannequins, différents types d'environnements virtuels à Paris. On en ouvre une à Marseille, on en ouvre à l'étranger. On a beaucoup de collaborations, de formation et de recherche, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on est vraiment dans un stade très opérationnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait aussi beaucoup de recherches à partir de ces environnements pour mieux comprendre les pratiques des professionnels de santé, la communication avec des patients et un certain nombre de phénomènes qui sont liés aux soins. Alors Illumens, c'est une structure universitaire. Absolument. À but non lucratif. Voilà. Et il y a une vraie collaboration en fait, avec une start-up qui a été créée qui s'appelle MeduSims, qui est la start-up qui transforme les contenus 3D. Et donc il y a un vrai partenariat public-privé intéressant qui permet justement à la fois d'avoir l'expertise universitaire dans les contenus de formation et l'agilité d'une structure privée qui permet de transformer avec des studios 3D justement des éléments que l'université ne pourrait pas faire. Très bien, merci Antoine. Vous serez également présent, vous pourrez le rencontrer et parler avec lui de ce que fait Illumens après ce colloque, puisqu'ils seront présents ici même sur des stands. Là-bas, au bout, c'est Anthony Rouban, cofondateur de la start-up Akiros, créateur d'un dispositif médical autonome contre le mal de dos. Exact. Vous, Anthony, vous êtes ingénieur biomédical. De l'Université de technologie de Compiègne. Donc j'étais technicien à la base, j'ai repris des études pour devenir ingénieur. Alors, ça s'appelle le Bipod. Voilà, le Biofeedback Postural Device, dispositif de biofeedback postural. Et c'est un vêtement intelligent qui détecte et corrige les mauvaises postures. C'est exactement ça. En fait, on s'est rendu, c'est l'avènement des outils motorisés et automatisés dans le monde du travail et dans toutes les sphères de notre existence qui fait que l'homme moderne passe la plupart de son temps dans une mauvaise posture. Les conséquences sont vraiment complexes, enfin, elles sont multiples, c'est le mal de dos, le mal du cou, le mal à l'épaule. Et finalement, bon là j'ai des petites, je peux faire passer les diapos ou pas? Ouais. Et donc finalement, ce sont des pathologies qui sont complexes et qui peuvent avoir différentes origines. Pour s'attaquer au problème, le bipod apprend tout simplement à être à l'écoute de son dos et à récupérer progressivement de bonnes habitudes. Donc c'est à travers des capteurs de position et des capteurs d'activité musculaire qui sont intégrés à un vêtement que nous sommes capables de faire une analyse de la posture. En fait, on peut décrire la première fonctionnalité qui serait de permettre à l'utilisateur de récupérer progressivement une posture de référence qui serait justement enregistrée avec l'aide d'un kinésithérapeute. Donc on parle de posture de référence et non pas de bonne posture parce qu'en fait la bonne posture elle n'existe pas vraiment, elle dépend de chaque individu, elle peut varier d'une personne à l'autre. On utilise le terme enregistrement, mais c'est un peu plus compliqué. On est en train de mettre en place une forme d'intelligence artificielle qu'il faudrait éduquer pendant une séance de rééducation. Donc typiquement, l'utilisateur prend le dispositif, va chez un kinésithérapeute qui lui fait faire une chorégraphie qui permet finalement d'enregistrer les différentes classifications de posture. Typiquement, cette première fonctionnalité permettrait de combattre le dos rond. Donc voilà, avec un redressement volontaire et rééducateur, on éviterait le dos rond. Mais le fait d'avoir, donc déjà le dos rond, combattre le dos rond, bon, y aurait plusieurs impacts, mais il y aurait par exemple pour les pathologies comme la kyphose,
il se trouve que pour des kyphoses symptomatiques, le fait de préserver une bonne posture, ce serait un bon traitement. On pourrait même faire de la prévention d'hypercyphose. Après, il y a le fait de surveiller l'activité musculaire, parce que c'est l'information de la position et de l'activité musculaire qu'on corrèle pour avoir une idée de la posture. Mais ça nous permet aussi de connaître le temps de repos relatif des muscles, qui est un paramètre assez important, qui pourrait être un indicateur de certains troubles musculo-squelettiques. Et donc, typiquement, on pourrait permettre à des patients de participer à un programme de rééducation par le relâchement. Donc, quand ce temps de repos relatif est trop faible, on incite au relâchement, tout simplement. Après, bon, on est évidemment capable de dire quand est-ce qu'il faudrait se déplacer, quand est-ce qu'il faudrait s'étirer. Enfin, moi, pour le coup, j'ai vraiment des problèmes de dos. J'ai du mal à me tenir droit. Et le fait de m'étirer, j'ai l'impression que ça remet à zéro, en quelque sorte. Bon, tout ça, ça devrait être validé cliniquement. Et on peut aussi, par exemple, pour des bureaux qui sont les nouveaux bureaux ergonomiques, on peut passer de la position assise à la position debout, on pourrait nous le signaler quand est-ce qu'il faudrait le faire. Finalement, ce dispositif, c'est un objet connecté santé, je dirais plutôt connectable, parce qu'il fonctionne sans l'application. L'application permet de configurer l'appareil. Donc là, finalement, on a pas mal d'alarmes. On a l'alarme de se redresser, l'alarme de s'étirer, l'alarme de se relâcher. Au bout d'un moment, ces feedbacks peuvent être vraiment, des feedbacks intempestifs peuvent être nuisibles. Donc, on compte sur le kinésithérapeute, le professionnel de santé, pour définir la priorisation des alarmes. Donc, typiquement, pour ce patient-là, il vaudrait mieux se concentrer sur un programme de rééducation par le relâchement. Est-ce qu'on a d'autres images que celle-ci ? Oui, pardon, alors, je les ai fait défiler. Donc, hop. Donc là, c'est un peu tout ce que je viens d'expliquer. Donc voilà, l'application, elle fait de la configuration. Tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est éducation de l'intelligence artificielle, mais également la configuration des alarmes. Et puis, elle permet évidemment de récupérer les données, donc l'historique des alarmes et les statistiques, donc les ratios de repos des muscles, ou bien tout simplement un histogramme qui indique le nombre d'heures passées dans la posture de référence ou pas. Avoir un bilan finalement en fin de journée. Mais en plus de ça, comme le discours un peu classique pour tout ce qui est IoT dans la santé, on récupère aussi des données de santé pour connaître la pathologie du patient, pour connaître le traitement qui suit, médicamenteux ou pas, aussi pour peut-être connaître la perception qu'il a de l'évolution de la douleur. Et finalement, avec le consentement de l'utilisateur, on peut mettre toutes ces données au profit de la recherche et les mettre à la disposition de laboratoires. Donc nous, on collabore avec le laboratoire de biomécanique et de bioingénierie de l'UTC pour essayer de mieux comprendre ces différentes pathologies. Et donc ça se passerait dans le cloud. Le cloud permettrait aussi pour les utilisateurs les plus intrépides d'avoir accès à un programme d'éducation thérapeutique, parce que la posture, c'est une problématique qui est complexe. Et donc, il peut y avoir une dimension psychologique et beaucoup d'autres dimensions. Donc voilà, un programme d'éducation thérapeutique. Et pour les professionnels de santé les plus impliqués, peut-être pour les sportifs de haut niveau, avoir un suivi sur Internet. Donc, la protection des données dont on a parlé juste avant, c'est quelque chose que vous avez à l'esprit ? Bien sûr. De toute façon, on a à l'esprit un marquage CE médical. Donc, tout ce qui est... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un industriel, si je peux me permettre, finalement, c'est lui qui va décider ou pas si son dispositif est médical. Et donc, typiquement, pour les données... un peu comme pour les données de santé. Comme on sait qu'on va avoir des données de santé, il suffit de les héberger dans un serveur agrégé. Après, la sécurité du transfert des données, parce que effectivement, quelqu'un pourrait, pour le moment, on en est toujours dans un stade de développement technique. Donc on a des prototypes du t-shirt, on a des prototypes de l'électronique, on a des prototypes de l'application. Mais comme on n'a pas un transfert de données, comme on ne brasse pas énormément de données, pour le moment, la sécurité de l'application, c'est envisagé, mais ce n'est pas validé tout de suite. Et donc oui, c'est des problématiques, de toute façon c'est les premières problématiques auxquelles on est exposé quand on fait un dossier de gestion de risque. Donc, voilà, alors vous vous adressez à beaucoup de monde, parce que je rappelle que le mal de dos, c'est la seconde cause de consultation chez les généralistes. C'est ça, en fait on avait ce chiffre-là juste avant. On s'adresse à beaucoup de monde. En fait, en posturologie, il y a un peu deux paradigmes. Il y a le système tonique postural où on parle des 4 différents capteurs, la vision, l'oreille interne, la voûte plantaire. C'est là où finalement FitMe vous faites un peu de posturo, puisque la sensation, en fait, il y a une expérience qu'un posturologue m'avait faite une fois où il m'avait mis dans une salle complètement obscure et où il y avait une boule disco avec des spots lumineux qui tombaient en neige. Et en fait, en regardant ces spots-là, j'avais tendance à pencher vers l'avant. Et quand ils remontaient en arrière, j'avais tendance à pencher vers l'arrière. Et c'est là qu'il me dit, mais concentre-toi sur la sensation de ta voûte plantaire, la sensation de tes pieds. Et là, l'équilibre se fait un peu tout seul. Pareil, on peut nous mettre dans une plateforme qui nous déséquilibre complètement. Et le fait de se concentrer sur le positionnement de sa tête dans l'espace permet finalement de donner un certain équilibre parce qu'on est à l'écoute d'un capteur et non pas de l'autre.
Donc la posturologie, c'est complexe. Après, il y a la nouvelle école, ou bien aussi une autre école qui dit la démarche ascendante et descendante. Le fait d'avoir des semelles peut résoudre un mal de dos. Le fait d'avoir un dentier, parce qu'on peut avoir une asymétrie musculaire au niveau de la mâchoire, peut résoudre un mal de dos. Donc nous, on se positionne plutôt sur une démarche descendante et sur un des capteurs du système tonique postural, qui est la proprioception, parce que finalement, c'est quand on tient le dos droit que... Alors c'est prévu pour quand, le bipod? Alors c'est prévu pour les premiers... Nous, on va commencer par une étude pilote, donc on n'en est pas encore à leur stade, on doit finaliser le développement, et normalement, ce serait courant 2017. Donc, début 2017, on devrait intégrer le bio-incubateur à Lille. Nous, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est à Compiègne. Est-ce que vous en avez évalué le prix? Alors oui, on a, enfin bon, là je pourrais vous donner un prix comme ça, mais là pour le moment on a le coût de revient de notre prototype, ce qui n'est pas vraiment représentatif de ce que ça va être après. Donc là c'est toute une histoire de business plan pour savoir vraiment à quel prix on pourrait le commercialiser. Nous on a beaucoup de concurrents, bon après ils n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités que nous. On sait qu'il y a des t-shirts, bon là c'est des élastiques qui vous incitent à vous tenir droit, il n'y a pas vraiment, il y a une seule posture, il n'y a pas de calibration entre guillemets, et le t-shirt se vend à 120 €. Donc voilà. Nous en fait ça va ressembler à 3 ou 4 t-shirts avec un boîtier, parce qu'on essaye d'externaliser au maximum le t-shirt à 120 € dont vous parlez, c'est celui avec les élastiques? Oui voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc vous serez plus cher? Bah, c'est là où il va falloir qu'on étudie un peu notre marge de manœuvre par rapport à ça. Bien. Bon courage. Voilà. Merci Anthony. Également avec nous Artem Rodionov, vous êtes co-concepteur du PeriFit, sonde périnéale reliée à une application smartphone. Alors là, on est dans le domaine de la rééducation ludique du périnée. Oui, je vois que vous avez laissé le plus original pour la fin. Tout à fait, oui. On conçoit effectivement une sonde de rééducation périnéale connectée au smartphone. Et donc, je vais peut-être vous expliquer en fait comment. Voilà, vous avez des images, donc on va vous donner le petit boîtier et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, à savoir un complément aux séances de rééducation périnale. Exactement, ouais, exactement. Il s'agit vraiment d'un complément de rééducation, des séances que vous pouvez faire avec le spécialiste. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les exercices de rééducation périnale que les patients doivent faire entre les séances ou alors une fois que les séances chez le thérapeute sont terminées, et bien de rendre ces séances plus ludiques, plus agréables, plus confortables, et de les permettre de les faire, de faire de la musculation du périnée, de la rééducation du périnée chez soi avec son smartphone, après avoir donc du coup compris comment ça marche avec le kinésithérapeute. Alors, certains se demandent sûrement comment est-ce que j'ai abouti dans la voie de la rééducation. Il l'a dans la main, comme vous avez vu. J'ai dans la main, oui, le petit objet, vous pourrez aller voir tout à l'heure. Alors, moi comme beaucoup de mes collègues ici, je suis également donc, ingénieur, donc élève de l'école centrale. J'ai fait d'autres projets dans les objets connectés. Et ce qui s'est passé, c'est que mon associé avait une petite amie qui faisait beaucoup de sport, qui faisait de la gym à haut niveau, et qui avait des problèmes d'incontinence liés à la rééducation, enfin, pas liés à la rééducation, justement liés à un manque de rééducation périnale, ou dans son cas plutôt lié à son activité sportive. Et un jour, il nous dit, bon, moi j'en ai marre d'aller tout le temps faire de la rééducation, j'aimerais bien pouvoir jouer à Flappy Bird avec mon périnée, et comme ça, faire de la rééducation en même temps. Et en fait, on a trouvé que c'était marrant déjà comme remarque, mais après avoir creusé un petit peu le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, les kinésithérapeutes spécialisés dans la rééducation périnale attendaient en fait ce type de produit depuis longtemps pour certains, et qu'en fait aujourd'hui il y a vraiment un problème avec certaines patientes qui justement ne font pas les exercices de rééducation entre les séances ou après, parce que c'est pas facile à faire, c'est pas forcément très drôle. Oui, parce que pour vous, les séances classiques avec un professionnel ne suffisent pas. Alors, c'est pas qu'ils ne suffisent pas, c'est que dans un certain nombre de cas, ils suffisent, mais en tout cas pour le spécialiste, ça peut être difficile d'inciter la patiente à faire les exercices entre deux séances ou une fois les séances terminées. Disons que c'est un défi pour... Est-ce qu'il y a d'autres images ? Oui, bien sûr. Parce que bon, on a compris qu'elle était contente, la dame, mais... Bon, je vais vous montrer les images qu'il y a. Alors là, il y a une petite vidéo d'ailleurs qui vous explique en fait comment marche le système en fait. Je vous ai parlé donc du coup du fait qu'on voudrait avoir un système de rééducation ludique. Je vous ai parlé de Flappy Bird et en fait c'est exactement ce qu'on a fait en fait. On a fait un petit jeu pour smartphone
auquel vous pouvez jouer avec votre périnée. Et lorsque vous contractez le périnée, vous avez un petit personnage qui monte, qui ramasse les cibles. Ça vous permet de jouer sur votre smartphone tout en faisant la rééducation périnale exactement comme chez les spécialistes. Toi aussi, joue avec ton périnée. On peut dire ça comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment faire un serious game, c'est-à-dire un jeu à la fois, voilà, quelque chose qui soit à la fois un jeu et à la fois un outil de rééducation médicale, puisque là, les exercices qui sont employés donc, dans le périphyte sont les mêmes exercices que vous avez chez le kinésithérapeute. Et donc, il y a plusieurs programmes d'entraînement, il y a de la rééducation des fibres lentes, c'est quoi fibres le rapides. principe de l'oiseau avec les trucs là? Lorsque vous contractez le périnée, l'oiseau va monter et va ramasser donc, les pièces qui sont en haut. D'accord. D'accord. Voilà, et donc, dès que vous relâchez, l'oiseau descend. En fait, c'est exactement la même chose que font les patients chez le spécialiste. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Mais maintenant, on peut le faire chez soi. Et on peut le faire de manière plus agréable, plus confortable. Donc c'est un coach ludique. C'est exactement ça, c'est un coach ludique. Oui. Ouais. Et incroyable. L'utilisation doit être suivie par un spécialiste. Tout à fait, oui, tout à fait. On peut pas. Parce qu'on parle du côté jeu, mais il faut quand même que ce soit encadré. Tout à fait. Enfin, la sonde elle-même et l'application elle-même ne suffisent pas en fait à faire une vraie rééducation périnale. Un spécialiste fait beaucoup plus de choses que simplement demander à la patiente de contracter et de faire du biofeedback comme c'est fait ici. Donc, il faut tout d'abord apprendre à maîtriser son périnée avec le spécialiste ou la spécialiste. Il y a beaucoup de choses qui sont faites justement lors des séances de rééducation. Mais par contre, une fois ces séances terminées, ou alors entre deux séances, c'est un complément pour la rééducation périnale qui justement peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes et éviter que les patientes reviennent quelques mois ou quelques années chez le spécialiste avec des problèmes d'incontinence ou de périnée qui a perdu sa... D'accord. Je vais montrer parce qu'on me dit que non, voilà, la sonde, je montre, puisqu'il paraît que tout le monde ne l'a pas bien vue. Donc voilà la chose. C'est bon, parfait. Vous pouvez venir sur notre stand ensuite pour essayer, il n'y a pas de problème. Ah, il s'en passe de drôle au colloque du CNMOK. Quand Périfit sera-t-il sur le marché? Alors, on espère que la première version pourra être livrée dans quelques semaines. Donc, on est en train de travailler très dur là, pour finaliser tout ça. Et donc, voilà, première version dans quelques semaines et deuxième version en 2017. Le prix? 150 €. 150 €. 150 €. Oui. D'accord. Bien, si vous avez d'autres questions, vous les poserez à Artem, présent sur son stand pour Périfit, la Game Boy du périnée. Merci en tous les cas, merci à tous les quatre. Merci messieurs et bravo pour ces innovations. Je suis ravie que vous ayez pu nous présenter tout cela parce que j'avais eu l'occasion de voir Illumens et c'est très important ici même lors des journées d'innovation en santé et c'est un petit peu tout ça qui a guidé l'idée de ce colloque parce qu'il y a quelque chose d'important pour nous kinésithérapeutes, c'est qu'Illumens, il y a l'apprentissage, on l'a pas tellement dit finalement, de l'auscultation pulmonaire, de l'auscultation cardiaque, et ça c'est très intéressant. Il y a aussi l'apprentissage des gestes techniques comme les touchés pelviens. Et vous savez qu'il y a eu une polémique cet été, non, plutôt cet hiver, sur les touchés pelviens sans consentement sous anesthésie, qui a été très médiatisée. Et c'est vrai que l'apprentissage de certains gestes techniques sont parfois un peu compliqués. Et commencer sur des mannequins comme ça, des objets connectés, c'est tout à fait positif et c'est dans l'intérêt du patient et c'est dans l'intérêt des praticiens. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant cette évolution et ça éclaire un peu puisque parfois on avait l'impression que c'était un peu négatif les objets connectés de la part de certains intervenants. À un moment ça faisait peur et là on voit l'application pratique pour les kinésithérapeutes et ce vers quoi nous allons et pour le grand public aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Pascal.